Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans la présente vidéo, je parlerai de la géopolitique de l'Inde. Il s'agit de la 5e vidéo d'une série intitulée « Géographie et puissance des États » dans laquelle je décris les forces et les faiblesses des différentes civilisations du monde actuel. S'il y a un mot qui caractérise bien l'Inde, c'est le mot « extrême ». Sur un territoire de la taille du tiers de celui de la Chine, l'Inde est un État fédéral constitué de 29 États et de 7 territoires. Sa population de 1,42 milliard d'habitants appartient à toutes les races imaginables et se divise en 3 000 castes et 25 000 sous-castes héréditaires qui pratiquent une foule de religions. On y parle au moins 1000 langues et dialectes, dont 23 sont des langues officielles, ce qui inclut l'anglais. Cette population, qui est désormais plus importante que celle de la Chine, continue à croître et n'a jamais cessé d'être une grande puissance démographique depuis l'Antiquité. Déjà, au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote disait que l'Inde était le pays le plus peuplé du monde. Il est vrai qu'Hérodote connaissait peu de choses de la Chine. Ajoutons qu'en 2024, l'Inde avait le 5e produit intérieur brut le plus important du monde. Il y a plus. En plus de posséder une agriculture extrêmement développée qui nourrit son immense population, le pays abrite 300 millions de bovins et 50 millions de singes en liberté. Et ça, c'est sans parler de vastes forêts naturelles où vit une faune variée, dont de très gros animaux sauvages qui ont besoin de vastes territoires pour se nourrir. Par exemple, 25 000 éléphants et 3 200 tigres. En Inde, les bruits, les odeurs, les couleurs, la chaleur, l'humidité, la pollution, l'architecture, les formes d'art, les manifestations religieuses, tout se superpose sans vraiment se mélanger pour créer la civilisation la plus complexe de l'histoire. Mais d'où est donc venue l'énergie qui a permis à une pareille fourmilière de fonctionner aussi bien et pendant aussi longtemps? Bien sûr, l'Inde est un pays tropical, mais il y a aussi et surtout le fait qu'au nord du pays se trouve la chaîne de l'Himalaya qui est couverte de neige et de glaciers et qui sépare deux mondes totalement différents. Au sud de l'Himalaya règne la chaleur et l'humidité, alors qu'au nord, c'est le désert et le monde infini et sous-peuplé des steppes froides du nord de l'Asie. Ce contraste de climat est causé par le fait qu'une chaîne de montagnes aussi haute empêche la chaleur, les nuages et la pluie de s'échapper vers le nord. Géologiquement, la chaîne de l'Himalaya a été créée par le mouvement de la plaque tectonique indienne qui s'est détachée du sud de l'Afrique il y a environ 100 millions d'années pour ensuite remonter vers le nord pour finalement éperonner l'Asie, ce qui a créé l'immense renflement qu'on appelle l'Himalaya. Les 3 grands fleuves de la péninsule indienne, l'Indus, le Gange et le Brahmapoutre, descendent tous de l'Himalaya pour arroser la plaine indo-gangétique et la fertiliser avec des sédiments arrachés aux montagnes au cours de leur descente. À cela s'ajoute l'effet de la mousson annuelle qui amène des pluies abondantes venues de l'océan Indien et qui causent parfois de graves catastrophes naturelles. Le contraste naturel de richesse qui existe entre le flanc sud de l'Himalaya, où se sont développées de riches sociétés agricoles, et son flanc nord désertique où nomadisaient des peuples de cavaliers et de pasteurs, a fortement orienté l'histoire, le peuplement et la culture de l'Inde. Depuis la préhistoire, en effet, différents peuples nomades ou semi-nomades n'ont pas cessé d'affluer en Inde en passant par les passes montagneuses du nord-ouest, dont la fameuse est la passe de Khyber, qui est située à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan moderne.
Si ces envahisseurs ont habituellement connu du succès, c'est d'abord et avant tout parce que, contrairement aux habitants de l'Inde, ils possédaient des chevaux en abondance, c'est-à-dire des animaux qui ont toujours eu du mal à s'acclimater au climat étouffant de l'Inde. Cette poussée du nord vers le sud, qui se poursuit depuis des millénaires, a progressivement changé l'apparence physique des Indiens du Nord en repoussant vers le sud et vers l'est les populations à peau foncée qui, apparemment, habitaient toute la péninsule indienne à l'époque des envahisseurs aryens, c'est-à-dire vers 1500 avant Jésus-Christ. Dans la péninsule indienne, plus on progresse vers le sud et vers l'est, plus la population a le teint foncé. C'est également vrai quand on descend des classes supérieures vers les classes les plus pauvres. Cette modification physique du peuplement a été provoquée par le système des castes imposé par les envahisseurs aryens aux peuples qu'ils avaient vaincus. Cela est évident de nos jours encore quand on considère le cas des fameux intouchables, qui ont généralement une peau plus foncée que le reste de la population et dont les castes supérieures craignent encore aujourd'hui la souillure, entre guillemets, pour des raisons essentiellement religieuses. Les Indiens, en effet, qui croient presque tous à la réincarnation, croient que les individus défavorisés dans la vie actuelle paient pour des péchés qu'ils ont commis dans des vies antérieures. Pour eux, les malheureux sont directement responsables de leurs conditions misérables. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Compte tenu du dénuement dans lequel vivent encore de nos jours les intouchables de l'Inde, il est clair que l'intouchabilité a eu pour effet de faire mourir en plus forte proportion les Indiens à peau sombre. Notons en passant que le mot sanskrit pour caste est varna, qui signifie apparence extérieure. Détail intéressant, si tout ce vocabulaire sur les Aryens, les castes supérieures venues du Nord et la discrimination raciale semble familier aux Occidentaux depuis l'épisode nazi, c'est parce que c'est justement dans la mythologie indienne qu'Hitler a puisé une grande partie de ses idées. C'est également à l'Inde qu'il a emprunté le symbole de la croix gammée, la fameuse swastika, un symbole qu'on retrouve encore aujourd'hui sur la façade de nombreux temples indiens. Au cours de l'histoire, la poussée des populations du nord-ouest de l'Inde vers le sud a été largement freinée par les obstacles physiques que sont le plateau du Décan et les fleuves qui y coulent d'ouest en est. Une semblable géographie a en effet toujours nui au mouvement de sens nord-sud des envahisseurs de l'Inde. Cela explique pourquoi les langues indo-européennes dominent de nos jours la plaine indo-gangetique, alors que les langues dravidiennes dominent au sud du Décan. Ce recul des populations de langues dravidiennes vers le sud est évident quand on considère les groupes qui, dans le nord, parlent encore aujourd'hui certaines de ces langues. Ajoutons que le recul en question n'implique absolument aucune infériorité culturelle, puisque les Dravidiens ont toujours produit une partie appréciable des élites du pays. Déjà au 3e millénaire, avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant les invasions indo-européennes, nous savons que la riche civilisation de l'Indus avait des contacts maritimes réguliers avec Sumer, un royaume dont les fondateurs et la langue sont vraisemblablement venus de l'Est. Après les invasions indo-européennes, les Dravidiens, qui s'étaient réfugiés derrière le Décan, se sont à nouveau tournés vers l'océan Indien tout proche pour y faire du commerce, cette fois-ci avec des régions situées à l'est et qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie et l'Indochine, c'est-à-dire des régions où les influences culturelles de la Chine et de l'Inde se sont toujours rencontrées.
Attaquée pendant des millénaires par des peuples de pillards nomades venus du nord-ouest, l'Inde sédentaire et agricole a pris l'habitude, après chacune de ses défaites, d'amadouer tout nouveau conquérant en lui payant des taxes, ce qui lui permettait de continuer à produire de la richesse en paix. À la longue, l'Inde sédentaire est devenue une société tolérante et pacifiste qui s'est exprimée dans des religions rejetant la violence, comme le bouddhisme et le jaïnisme. La pire catastrophe qui soit arrivée à l'Inde au cours de son histoire a certainement été la conquête musulmane qui s'est opérée entre le 11e et le 15e siècle par des Turcs descendus d'Asie centrale. Détail intéressant, pour administrer leur empire, ces envahisseurs turcs n'utilisaient pas leur propre langue ou la langue arabe, qui étaient des langues de nomades pauvres, mais le persan, qui a toujours été une langue de haute civilisation sédentaire. L'islam des envahisseurs turcs, par contre, s'est répandu avec succès dans la plaine indo-gangetique, où de nos jours, il domine totalement les territoires du Pakistan et du Bangladesh. Si, à l'époque de l'occupation musulmane, le reste de la plaine indo-gangetique est resté aux mains des hindous, c'est essentiellement parce que les musulmans étaient des marchands nés qui préféraient s'installer à l'embouchure des 3 grands fleuves indiens dans le but de contrôler le commerce international extrêmement florissant qui se faisait alors entre l'océan Indien et le reste du monde. À cette époque-là, en effet, des épices comme le poivre, la cannelle, le gingembre ou le clou de girofle étaient alors très demandés en Europe, où la population s'en servait pour donner du goût à sa nourriture à une époque où il n'existait pas de réfrigérateur. Les marchands musulmans disaient alors que les 3 détroits stratégiques par où devaient passer ces épices pour se rendre en Europe ou en Asie, c'est-à-dire Malacca, Ormuz et le Bab el-Mandeb, étaient les 3 clés qui ouvraient le coffre au trésor du monde. Au 15e siècle, ce commerce international était si rentable et le prix des épices était si élevé en Europe que les rois d'un pays tourné vers l'Atlantique comme le Portugal eurent l'idée de rechercher un passage autonome vers les pays qui produisaient ces épices en essayant de contourner l'Afrique par le sud. Comme chacun sait, les Portugais ont finalement réussi, ce qui leur a permis de se servir des armes à feu et des navires de haute mer développés en Europe pour prendre le contrôle des détroits stratégiques du Bab el-Mandeb, d'Ormuz et de Malacca. Jamais, par la suite, les musulmans n'allaient pouvoir reprendre aux Occidentaux le contrôle de l'océan Indien. Pour la première fois de son histoire, l'Inde venait de subir une invasion massive venue par la mer. Le succès du Portugal eut d'énormes conséquences géopolitiques. D'abord, le commerce des épices fut désormais contrôlé par les Européens. Ensuite, la principale source de richesse des États musulmans disparut et l'islam entra en décadence pour de longs siècles. En Occident, l'Italie, qui participait au commerce des épices dans la Méditerranée, entra en déclin pendant que le reste de l'Europe se recentrait sur l'Atlantique. De son côté, l'Espagne se lança dans la colonisation de l'Amérique et des Philippines. Enfin, les Hollandais, les Français et les Anglais, qui étaient mieux organisés et surtout plus nombreux que les Portugais, finirent par remplacer ces derniers aux Indes. Comme l'Angleterre était une puissance purement maritime, elle allait se servir des différentes guerres européennes pour affaiblir les uns après les autres ses concurrents européens, de façon à établir sa domination sur l'océan Indien. Pour protéger et accroître les immenses profits qu'ils tiraient de leur commerce avec l'Inde, les Anglais ont vite été obligés de s'impliquer dans la politique interne du sous-continent indien, jusqu'au jour où ils ont fini par le dominer complètement. Pour fermer définitivement la frontière du nord-ouest de leur nouvel empire,
les Britanniques ont finalement pris le contrôle militaire de la passe de Khyber en 1879. Pour rendre leur colonie toujours plus rentable, les Britanniques ont, dès le début, entrepris de la réorganiser en la dotant d'une administration centralisée et d'institutions modernes, de voies ferrées, de ports, de routes et d'autres moyens de communication efficaces, ce qui, à la longue, allait provoquer l'unification de la péninsule et le réveil politique de ses populations. Historiquement, la totale domination britannique sur l'Inde n'aura duré que 200 ans environ, soit de 1757 à 1947, l'année de l'indépendance. Quand, après la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais ont compris qu'ils étaient devenus une puissance secondaire, ils ont décidé d'accorder l'indépendance aux Indes. Fidèles à leur politique impériale du diviser pour régner, ils ont cependant pris soin d'affaiblir le sous-continent de façon permanente en accordant également leur indépendance aux deux territoires majoritairement peuplés de musulmans, c'est-à-dire les pays qui, de nos jours, s'appellent le Pakistan et le Bangladesh. Cette division artificielle du pays sur une base religieuse, qui fut faite à la sauvette, a eu une conséquence géopolitique majeure, à savoir que les trois grands fleuves de la péninsule indienne, soit l'Indus, le Gange et le Brahmapoutre, débouchent désormais au Pakistan ou au Bangladesh, ce qui handicape l'Inde et l'empêche de devenir une grande puissance maritime. Pire, la péninsule indienne est aujourd'hui le théâtre d'un conflit latent entre deux puissances nucléaires qui se détestent. Notons que si les Occidentaux, en commençant par les Anglais, ont organisé et équipé l'Inde dans le but de l'exploiter au maximum, ils n'ont jamais cherché, comme l'ont fait les musulmans, à massacrer sa population ou à la convertir de force à leur religion. Ils ont même quitté le pays sans combattre en 1947. Les Indiens modernes leur sont d'ailleurs reconnaissants d'avoir unifié le pays et surtout de les avoir libérés de la domination de leurs anciens oppresseurs musulmans. Voilà pourquoi ils ont conservé tant d'éléments culturels venus de Grande-Bretagne, soit la démocratie à l'anglaise, la science occidentale, la médecine, les universités, et même la langue anglaise, qui leur sert de langue neutre de communication. Avant de parler de l'avenir de l'Inde, j'aimerais vous remercier à l'avance de liker cette vidéo, de la recommander à vos amis et de vous inscrire à ma chaîne. Cela est très important pour la diffusion de mes vidéos. Pour le reste, si vous voulez en apprendre plus sur la géopolitique, vous pouvez consulter mes vidéos YouTube sur le sujet ou mes livres qui sont disponibles sur Amazon. Maintenant, parlons de l'avenir de l'Inde moderne, en commençant par ses faiblesses internes. Compte tenu de sa croissance tant économique que démographique, l'Inde moderne, qui produit chaque année 1,5 million d'ingénieurs, devrait logiquement devenir une superpuissance industrielle en quelques décennies. Malheureusement, cet avenir prometteur risque d'être compromis par certains problèmes de fond, celui de la corruption par exemple, qui semble indéracinable. Il y a aussi le problème extrêmement important de la pollution, puisque l'Inde est l'un des pays les plus pollués du monde, ce qui rendra presque impossible une croissance industrielle vigoureuse comme celle qu'a connue la Chine depuis 1980. À cela s'ajoutent des problèmes extrêmement graves de salubrité publique, notamment au niveau du Gange, ce fleuve sacré qui alimente en eau 40% de la population de l'Inde et où 1 milliard d'Hindous rêvent d'aller un jour s'immerger avec leur nouveau-né dans une eau qui, dit-on, est plus contaminée que l'eau qui coule dans beaucoup d'égouts occidentaux. Le Gange, qui est presque dépourvu de vie sur une partie au moins de son parcours, sert depuis toujours d'égout à ciel ouvert où tous les déchets et toutes les déjections imaginables sont déversés, dont
d'innombrables cadavres mal incinérés qu'on voit souvent dériver dans son courant. La situation sanitaire est tellement grave dans la région que les pandémies les plus meurtrières de l'avenir auront de bonnes chances d'éclater sur ses rives avec des résultats beaucoup plus catastrophiques que ceux de la grippe espagnole de 1918. Sans la médecine moderne, ça fait longtemps qu'une telle catastrophe se serait produite. Même si ces problèmes de fond risquent de maintenir l'Inde de demain dans une pauvreté relative qui l'empêchera de tenir tête aux autres superpuissances du monde, il reste que le pays possède des atouts stratégiques importants. S'il s'agit du seul pays au monde à avoir donné son nom à un océan, c'est bien sûr parce que l'Inde se trouve à peu près au centre de l'océan Indien. Ajoutons à cela que le fait que la péninsule se situe près du centre de ce que les géopoliticiens appellent l'île mondiale, c'est-à-dire ce supercontinent formé par la réunion de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. L'Inde se situe en plus à proximité du canal de Suez qui mène au marché européen, du golfe Persique où est produit le pétrole du Moyen-Orient et non loin du détroit de Malacca par lequel les navires des pays d'Extrême-Orient doivent passer pour atteindre les matières premières d'Afrique. Remarquons ici que l'Inde est beaucoup plus près des matières premières et des marchés de l'Afrique que les autres grandes puissances d'Asie. Malheureusement, l'Inde a aussi des faiblesses géopolitiques importantes. Par exemple, le pays ne pourra pas devenir une puissance maritime majeure étant donné que la majorité de sa population vit à l'intérieur des terres. Cela se voit très bien sur une photo spatiale de l'Inde prise la nuit. Or, pour devenir une puissance maritime, l'Inde devrait faire comme la Chine et déplacer une grande partie de sa population vers les côtes, ce qui est manifestement impossible puisque le pays a une ligne de côte très courte où on trouve relativement peu de bons ports de mer. Ajoutons, comme nous l'avons déjà dit, que les trois principaux fleuves de la péninsule indienne débouchent tous au Pakistan et au Bangladesh. Autrement dit, l'Inde manque d'espace sur ses côtes pour faire comme la Chine. Si maintenant on compare l'Inde à l'Europe, qui est une puissance maritime, on voit tout de suite que l'Inde, en dépit de sa position centrale au milieu de l'océan Indien, ne possède pas de côtes déchiquetées comme l'Europe, avec beaucoup de fleuves tranquilles qui s'enfoncent loin à l'intérieur des terres et qui aboutissent tous à la mer. Demandons-nous maintenant quels sont les ennemis naturels de l'Inde. Commençons par dire que l'Inde a des disputes territoriales avec plusieurs de ses voisins. Parmi ceux-ci, les plus agressifs sont le Pakistan et la Chine. Le Pakistan est de loin le plus menaçant puisqu'il revendique depuis l'indépendance des régions indiennes à majorité musulmane comme le Cachemire-Jammu. À cela s'ajoute le fait que les Indiens se souviennent avec amertume et colère du mépris et des incroyables violences que les musulmans leur ont fait subir au cours des longs siècles où ils ont régné sur l'Inde. Comme de plus, la plupart des envahisseurs passés de l'Inde sont passés par le nord-ouest, la population indienne continue encore aujourd'hui de regarder vers le Pakistan. À cela s'ajoute le fait que l'Inde est un des pays comptant le plus de musulmans sur la planète. Pour paraphraser Chiang Kai-shek, qui, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, comparait l'invasion japonaise au communisme d'un compatriote comme Mao Tse-tung, pour l'Inde, la Chine est une maladie de peau, alors que l'islam est une maladie du cœur. Malgré leur rancune, il est peu probable que les Indiens chercheront un jour à se venger des Pakistanais, sauf si ces derniers devaient les attaquer. En effet, la diversité et la complexité de la culture indienne les ont toujours paralysés. Comme la Chine agricole en Extrême-Orient,
l'Inde sédentaire n'a par exemple jamais cherché en 5000 ans d'histoire à conquérir l'Asie centrale. Si sa civilisation, ses idées philosophiques et ses religions se sont répandues dans toutes les directions, ce fut toujours par l'entremise de marchands ou de voyageurs pacifiques. Signalons ici que les passes du nord-ouest de l'Inde, et non l'islam, sont la vraie cause de la peur instinctive des Indiens pour les invasions. Il est par exemple évident que les Indiens craignent très peu les musulmans du Bangladesh. Au point de vue stratégique, le Bangladesh musulman, qui est tourné vers l'océan Indien, est resté un partenaire pacifique de l'Inde et a d'ailleurs été un des premiers pays à signer le traité international pour la prohibition des armes nucléaires. Pour ce qui est de la Chine, sa stratégie constante du côté de l'Inde, et ce depuis les années 60, a été de la prendre entre deux feux en concluant une alliance bilatérale extrêmement développée avec le Pakistan, y compris dans les domaines militaires et nucléaires. Logiquement, l'Inde et la Chine devraient avoir des relations pacifiques, étant donné que les deux pays se tournent naturellement le dos et regardent dans des directions complètement différentes. L'Inde étant tournée vers le nord-ouest, alors que la Chine regarde plutôt vers l'océan Pacifique. C'est bien sûr l'immense barrière naturelle de l'Himalaya qui est responsable de cet état de fait. Si, malgré tout, la Chine agit d'une façon aussi agressive avec l'Inde, c'est parce qu'elle sait que tôt ou tard, ses intérêts et ceux de l'Inde en croissance vont finir par s'affronter aussi bien dans l'océan Indien qu'au centre de l'Asie. Comme l'Inde est un porte-avions naturel qui est situé sur les flancs des deux routes de la soie, maritime et continentale, que la Chine est en train de construire, un réseau complexe d'alliances et de contre-alliances est en train de se mettre en place à l'échelle de l'Eurasie. Au cours des dernières décennies, la Chine a attaqué l'Inde à plusieurs reprises. Elle a cependant fait l'erreur de le faire très loin de ses principaux centres industriels et du côté indien de l'Himalaya, une erreur stratégique qu'un spécialiste comme Karl von Clausewitz dénonçait du temps de Napoléon en disant qu'un État devait éviter de gaspiller inutilement ses forces en attaquant un ennemi après avoir traversé une chaîne de montagnes aussi importante que l'Himalaya. Si l'Inde de l'avenir pourra facilement menacer avec son aviation les deux routes de la soie chinoise, son avantage stratégique sur la Chine sera encore plus marqué quand les armes de guerre spatiale seront devenues opérationnelles, et ce pour deux raisons. D'abord, parce que le sud de l'Inde est situé près de l'équateur, ce qui permettra à ces fusées de profiter de l'élan donné par la rotation de la Terre. Ensuite, parce que le sud de l'Inde est situé à l'endroit sur Terre où la force de gravité est la plus faible. Pour résumer tout ce que nous venons de dire, disons que l'Inde ne sera jamais une grande puissance maritime, sauf au niveau de l'océan Indien où elle occupe une position dominante. Pour le reste, elle demeurera une puissance continentale qui continuera à vivre refermée sur elle-même en tournant le dos à l'océan Indien. Compte tenu de sa masse démographique, de son pacifisme foncier et de son contrôle de facto de l'océan Indien et de ses points d'étranglement, son rôle géopolitique au cours du 21e siècle sera de stabiliser tout le flanc sud de l'Asie. Son intérêt sera alors d'assurer l'équilibre de la région entre un islam agressif, une Russie en déclin et la Chine qui cherche désespérément à sortir de son isolement sur la rive ouest de l'océan Pacifique. En pratique, les intérêts essentiels de l'Inde de demain seront à peu près les mêmes que ceux des États-Unis, qui resteront alors la seule superpuissance maritime qui ait un accès facile à tous les océans du monde. Mais ça, c'est une autre histoire, comme disait Rudyard Kipling.
Dans la prochaine vidéo de cette série, je parlerai des forces et des faiblesses de la civilisation musulmane. Entre-temps, si vous voulez en apprendre plus sur la géopolitique, consultez mes vidéos YouTube sur le sujet ou lisez mes livres qui sont disponibles sur Amazon. À la prochaine!